Hugues, moi c'est Doki. Peut-être sais-tu déjà que dans l'art, les artistes représentent des choses très différentes dans leurs œuvres. Ils font des portraits, des paysages, des scènes de bataille ou des scènes religieuses. Certaines catégories correspondent à des genres. Et c'est l'un de ces genres en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, la nature morte. Voyons ensemble ce que c'est. Eh bien, il s'agit d'un genre d'œuvre, souvent pictural, représentant des éléments inanimés, comme des objets, des fruits, des fleurs, ou des animaux morts, tels le gibier ou le poisson. C'est un genre très ancien, qui traverse toute l'histoire de l'art. La nature morte sera très appréciée certains siècles, pour sa capacité à imiter le réel à la perfection. Et à d'autres, elle sera dévalorisée pour cette même capacité à nous tromper. Aujourd'hui, je te propose de voyager dans le temps avec ma toute dernière invention. Quoi? Cette machine à explorer l'histoire de l'art va nous permettre de remonter jusqu'aux origines du Nord. Monte vite! Quoi? Nous sommes en Grèce, au 5e siècle avant J.C. À cette époque, l'art a pour vocation d'imiter le réel avec le plus de précision possible. C'est ce qu'on appelle la mimésis. L'art d'imitation sera très populaire en Grèce, puis à Rome. Cette fascination des artistes pour l'imitation sera illustrée dans une histoire de Pline l'Ancien, un auteur romain du 1er siècle avant J.C. Il rédigea une vaste encyclopédie des savoirs de son époque, et il raconte l'histoire d'un concours de peinture entre deux artistes grecs, Zeuxis et Parrhasios. Parrhasios, qui veut mesurer ses talents à Zeuxis, lui lance un défi pour déterminer qui est le meilleur des deux. Zeuxis accepte et peint des grappes de raisin si réalistes qu'un oiseau pensa pouvoir en faire son repas et vint picorer la toile. Tout fier de cet exploit, Zeuxis se retourne vers Parrhasios et lui demande « Tirez donc ce rideau que nous puissions découvrir votre œuvre !» L'autre lui dit « Je n'en ferai rien. Vous admirez déjà mon œuvre. » Autant dire que Zeuxis, à ce moment, est sur les fesses. Il doit admettre que son talent, capable de tromper des animaux, ne peut pas rivaliser avec un artiste qui est capable d'en tromper un autre. Tu es le maillon faible. Au revoir. Pour les artistes, la recherche de ressemblance est liée à la notion de plaisir sur le spectateur, de pouvoir se faire tromper. C'est le principe du trompe-l'œil. Ces illusions d'optique donnent l'impression d'une profondeur alors qu'en fait, tout est plat, peint sur une toile ou un mur. C'est à ce moment que naissent les premières natures mortes. On parle alors de xénia, des peintures réalisées sur les murs des appartements ou sur de petits carrés de bois, représentant généralement des objets et des aliments. Ce sont les plus anciennes traces d'objets représentés dans le but d'imiter le réel. Pourtant, il faut comprendre que ce pouvoir d'illusion de l'artiste fascine certains, mais en effraie également beaucoup d'autres. Platon, célèbre philosophe grec, va critiquer cette capacité de l'art à nous tromper, concept que l'on retrouvera également bien plus tard au Moyen-Âge. Oh, ils sont super tes posters. Ah, celui-là j'aime moins par contre. Hein. Ah, ça c'est le miroir, fais gaffe quand même. Hein.
Il faudra attendre la Renaissance, hashtag l'époque de De Vinci, Coucou. pour que des peintres s'intéressent à nouveau à la nature morte. Suis-moi, nous allons faire un bond en avant et voyager jusqu'à la fin du XVIe siècle. Nous voici à la fin du XVIe siècle, dans l'atelier d'un peintre italien extraordinaire, le Caravase. Artiste principalement connu pour ses tableaux traités avec beaucoup de réalisme et de violence, le Caravase est le premier artiste de la Renaissance à se réapproprier le genre de la nature morte, pour en faire quelque chose de bien plus poussé. Sa corbeille de fruits est la première nature morte totalement autonome. Les objets sont peints pour eux-mêmes, avec de nombreux détails et beaucoup de précision. L'artiste dira même « Il m'en coûta autant de soins pour faire un bon tableau de fleurs qu'un tableau de figures. » Parce que dessiner une pomme qui ressemble à une pomme, tout le monde peut le faire. Mais dans le tableau de Caravase, les fruits sont imparfaits, gâtés, les feuilles flétries. Il s'agit d'une nature morte qui vit. On a l'impression que les fruits continuent de mûrir, ce qui donne d'autant plus de présence à ce qu'on a sous les yeux. Ces fruits imparfaits, sur le point de pourrir, sont à voir comme une évocation de la vie, son côté éphémère et passager et la mort imminente. J'aime pas trop beaucoup ça. Il faut bien comprendre que la nature morte n'est pas juste une croûte décorative que tu peux accrocher dans tes toilettes pour faire joli. Ces œuvres laissent le spectateur libre d'interpréter les signes. Certains sont plus visibles que d'autres, mais il faut savoir bien regarder et connaître également leur sens cassé. Continuons notre périple ensemble et voyons comment les artistes modernes se sont réappropriés le genre. On dirait que le peintre est sorti profiter du soleil provençal. Qu'importe, ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est la nature morte posée derrière moi. Nous sommes au début du XXe siècle, quelques années avant la mort de Cézanne. Comme les autres artistes impressionnistes, l'artiste s'intéresse tout particulièrement à la lumière et à la couleur. En témoignent de nombreux tableaux de paysages, ainsi que de nombreuses natures mortes. Ce qui est si particulier avec Cézanne, c'est la construction de l'image, bien plus moderne que ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. What he says? Regardons. La nature morte aux oignons est une nature morte des plus classiques dans sa composition. Des objets et des aliments sont sur une table avec un fond neutre derrière qui recentre notre regard. Pourtant, ce n'est pas le réalisme que recherche le peintre. Tu ne remarques pas une incohérence? Si tu regardes bien, l'artiste a utilisé deux points de vue en même temps. Jean-Pierre? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Ben oui, la bouteille et les oignons sont représentés de face, mais la table semble légèrement vue du dessus. Le verre, quant à lui, utilise les deux points de vue, à la fois de face et à la fois du dessus, comme en témoigne la partie supérieure, beaucoup plus arrondie. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, Cézanne, par cette multiplication des points de vue, ouvre doucement la voie à un nouveau mouvement artistique, le cubisme. Picasso lui-même fera de nombreuses natures mortes, en multipliant les plans et les points de vue. Chez les artistes de la modernité, la nature morte devient un prétexte à l'expérimentation, afin de déplier le réel et montrer qu'il existe de nombreuses facettes à un même objet. Dis-moi, Doki, tu n'aurais pas zappé un léger détail dans ton histoire? Un truc super important?
Bah non, je pense que j'ai fait le tour de la question. La vanité. Tu nous as pas parlé de la vanité. Ah! Bien évidemment que je n'avais pas oublié ce détail. C'était juste pour voir si vous suiviez. C'est cela, oui, oui, oui. La vanité est un genre d'œuvre qui ressemble globalement à la nature morte. D'ailleurs, c'en est une sous-catégorie. Voyons ce qui la distingue. La vanité est un genre particulier de nature morte, représentation symbolique de la mort et du passage inévitable du temps. Comme nous l'avons vu, la nature morte n'est pas seulement faite pour décorer. Les artistes dissimulent des choses dans l'image pour en montrer beaucoup plus. La nature morte à la boule de verre de Peter Claes, par exemple, peut être considérée comme une vanité, puisque les objets ne sont pas choisis au hasard. Ils ont tous un sens cassé. Le violon, le livre et la plume, par exemple, représentent l'art et la science. La montre représente le temps qui passe. Le crâne, tout à droite, un petit peu cassé, représente la mort. Être ou ne pas être? Telle est la question. Ces objets que l'on retrouve dans bon nombre de vanités sont des symboles. C'est quoi un symbole? Ouais, mon frère il fait de la batterie, il a des symboles. Sachez ce que c'est. Les symboles, ce sont des objets ou des images qui représentent une idée abstraite, comme la mort ou le temps. C'est Simon Renard. Les symboles sont tous réunis. Il y a même un petit papillon qui représente le côté éphémère et fragile de l'existence. Fatality. Le genre de la vanité durant le XVIe et XVIIe siècle a une tendance religieuse. En effet, ces œuvres sont peintes dans une visée morale, critiquant les excès du monde. Le but est également de rappeler que la vie sur Terre n'est qu'un passage, qu'il faut penser à son salut par la foi en Dieu. De nos jours, la nature morte continue à intéresser les artistes, mais avec des idées beaucoup plus contemporaines. Les vanités délaissent le sens moral et religieux au profit d'une critique de la société de consommation et de ses dérives. Ouais, c'est pas faux. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère que tu auras appris des choses. Je te laisse avec le quiz de fin. Moi, je vais continuer à explorer d'autres époques à la recherche de nouveaux secrets. À bientôt les curieux. Bon allez, vous sortez un quart de feuille. Interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille suffira.